Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de cette 50e édition de Sierzinal, mais peut-être avant ça, comment est-ce qu'on pourrait présenter Jean-Claude Pont? Bon, j'ai été mathématicien, j'ai fait un doctorat de mathématiques à Zurich. Ensuite, j'ai enseigné les mathématiques au Collège de Sion pendant un certain nombre d'années. Puis j'ai été nommé professeur d'histoire et philosophie des sciences à l'Université de Genève. J'étais guide de montagne, en même temps j'ai combiné un peu les choses. Ensuite j'ai créé la course Sierzinal, et puis avec Georges Ménet on a créé le chemin des planètes, l'observatoire de Saint-Luc. 3 enfants, mariés depuis 56 ans, plus 3 ans de préventive. Ça fait donc une longue histoire. Pratiquement originaire de Zinal, ma mère est née à Zinal, mon père est né à Saint-Luc, bourgeois de Saint-Luc. Moi je suis né à Sierre, mais j'ai passé mes 30 premiers étés à Zinal. Comme guide, j'étais rattaché là-haut. Voilà un peu en quelques mots. Donc ta vie, elle a été bien répartie entre Sierre et le Val d'Aniviers? Je suis un enfant du remuage, je n'ai pas remué moi-même. Nous on remuait en sens inverse, ma mère exploitait un bazar à Zinal. Donc on prenait congé à l'école à la fin de mai, et on descendait à la fin de septembre. Donc on remuait un peu en sens inverse, mais je vivais au milieu de gens qui remuaient. Le quartier où j'habitais à Sierre-Borzotte, c'est un quartier de gens d'Ayer et Mission. Et puis je retrouvais le même milieu quand j'étais en haut. J'ai fait beaucoup de causeries sur le remuage, notamment à l'hôtel Bellatola. J'avais étudié ça un peu en détail, avec des aspects qu'on ne dit jamais, qui sont assez cachés. Donc le mot remuage, je suis remuant en plus. Alors ça convient. Venons-en à Sierzinal, une question qui t'a été posée des centaines de fois. C'est notamment d'où est venue cette idée un petit peu folle dans les années 70 où les courses de montagne se faisaient rares. Bon, il n'y avait pas de course à pied en montagne au sens où on dit aujourd'hui. C'est ce qui était à la fois plus attrayant, plus riche et en même temps plus difficile. Ce qui est d'étonnant, c'est que cette idée, elle est née comme ça, toute faite, sans travail préalable. Donc je pense que c'est des choses qui sont faites dans l'inconscient. Et après, j'ai fait des rationalisations a posteriori où j'ai essayé de retrouver les racines. Elles sont assez simples. J'étais membre du comité de la Société de développement de Zinal. On cherchait des idées d'animation nouvelles. C'est la première source. La deuxième, j'étais guide de montagne, c'est-à-dire que j'avais l'amour de ces paysages. J'avais l'amour de l'effort physique et je regrettais que mes congénères ou concitoyens ne bougeaient plus beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, ce que j'ai oublié de dire dans la présentation, c'est que j'étais enseignant, mais un enseignant de vocation. Et un enseignant, ça a de l'empathie, ça veut partager ce qui l'a réjoui ou enthousiasmé. Donc c'est au confluent de ces 3 idées que l'idée Sierzinal est tombée comme ça. Et je lui ai résisté. Il y a eu une bataille entre l'idée et moi. C'est métaphorique, mais c'est vrai. Ça me paraissait impensable. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me persuader, c'est l'idée qui a gagné pour finir. Mon premier public, ce n'était pas les coureurs. Moi, je ne faisais pas de course à pied. Heureusement que si j'avais été coureur, je n'aurais pas inventé Sierzinal. Mon idée, c'était d'amener les gens à faire du sport et à découvrir ce magnifique paysage. Donc mon premier public, c'était ceux qui allaient devenir les touristes et pas les coureurs. Les coureurs sont venus après parce qu'il fallait quelque chose de ludique. Ça, c'est la première fois que je raconte sous cet aspect-là. Quelque chose de ludique pour intéresser le public, la population. Les bénévoles, c'est dans la population. Pour intéresser la presse, il fallait des locomotives. Puis en même temps, il y avait l'idée quand même ludique. Moi, j'étais ni intéressé par le chronomètre, ni par le record. Oh, Dieu merci. C'est pour ça que j'ai fait la catégorie touriste et c'est grâce à elle que la course a marché. D'abord, la catégorie touriste, elle a ce site particulier et elle n'a pratiquement jamais été reprise. Ce site particulier que les gens ne sont pas classés. Dieu merci, il n'y a pas de classement. C'est pour ça qu'ils sont venus au début. Il y a un diplôme avec le temps, il y a une médaille parce que dans la vie, on a besoin de l'alliance, on a besoin d'un symbole, quelque chose qui rappelle des événements. Ces gens-là, donc, il fallait les faire partir devant, ce qui était absurde. On m'a beaucoup reproché ça au début, c'était absurde parce qu'il y avait des dépassements. Mais ils n'auraient pas été acteurs s'ils étaient partis après. Il fallait organiser un repas à l'arrivée. Donc il y avait des idées originales et fortes. Moi, enseignant, j'avais un peu le sens de la persuasion. J'écrivais des textes,
je vantais le mérite de, de l'effort partagé quand on va ensemble dans la même direction, qu'on souffre de la même souffrance. Et donc les coureurs, au fond, sont venus après, ils étaient presque secondaires, et dans tout ce que j'ai écrit, les touristes étaient devant. Donc les gens ont senti toute cette force. Et une façon de voir ces aspects-là, c'est que j'ai construit au fur et à mesure de l'évolution de la course des devises. Et ces devises, elles disent très bien l'esprit, la mentalité de la course et ce qui en partie fait son succès. Le cœur avant le chrono, on l'a mis sur les t-shirts. Cœur avant le chrono, ça veut dire que le chrono, moi, les coups de cœur que j'ai eus à Sierzinal, c'est pas le record de X ou Y, c'est des petites choses de rien du tout. Donc le cœur avant le chrono. Sierzinal, une course qui a du cœur. On a repris, alors là je suis très heureux de le dire ici, j'ai mis très longtemps à trouver d'où venait cette célèbre phrase, qui est tout à fait fausse syntaxiquement, mais qui dit très fortement ce qu'elle veut dire. Avant de lâcher, on ne lâche pas. Alors moi j'ai su pendant longtemps qu'elle venait de la région d'ici. Après je l'ai retrouvée dans le livre de Philippe Tétat, le gamin, et ensuite, j'ai appris que ça venait probablement du film Rose de Pinsec, en tout cas c'est la première. Donc c'était une de nos devises. Une autre devise humaniste, rigueur et fantaisie. Sans la rigueur, on ne fait rien. Et la rigueur, seule, ça étouffe. Il faut de la fantaisie. Moi, la course, elle est remplie de fantaisie. Il y a plein de bêtises, de déconnages. On passait notre temps à raconter des conneries. J'en ai des dizaines. L'année passée, un journaliste qui m'a dit... Mais vous y êtes toujours le dimanche, pourquoi il a mis le samedi? Je lui ai dit, mais parce que c'est mon anniversaire, je suis né le 13 août. Par exemple, le type qui disait, il voulait décrire la descente sur Zinal, et moi j'ai retenu ces phrases-là. J'étais derrière lui, il expliquait à son copain français comment c'était la descente, il disait, ici, chaque fois que tu tombes, tu gagnes 3 places. Enfin, à moi, un journaliste me disait, mais il y a beaucoup d'abandon. Je lui dis, non, mais pas d'abandon, mais il faut quand même finir à pied. Enfin, je veux dire que le budget, quel est votre... Je ne peux pas faire le budget, j'ai encore pas les factures. Enfin, on a tout bâti et je pense que cette fantaisie, elle a essaimé dans les responsables, dans les bénévoles. Moi, j'ai dirigé 41 ans. Vincent, 10 ans. On n'a jamais eu un problème avec la presse. Normalement, les journalistes sont à cheval pour trouver jamais un problème. Et ça montre que notre manière de fonctionner, il n'y a pas un rond. Pas un rond. Puis les vainqueurs, pendant les 20 premières années, recevaient un objet en bois fait par le sculpteur Joseph Savio. Enfin bref. Tu as parlé de Vincent Tétat. Moi, ce qui m'impressionne toujours, et c'est la preuve que les valeurs, elles ont perduré, même à la transmission, c'est qu'il est toujours à l'arrivée pour serrer la main de chaque touriste qui arrive et qui passe cette ligne d'arrivée. Tout ce qu'il fait... Moi, c'est une autre fantaisie, si on veut, mais c'est rigoureux quand même. J'ai dit, on a amené tellement de gens au paradis que le ciel nous devait bien ça. Hein, et Vincent, c'est ça, et son équipe, ils font un travail fantastique. On a toujours gardé un contact étroit, amical. Je n'interviens pas dans l'opérationnel, hein, mais... oui, il faut un travail remarquable. Vincent a eu l'intelligence de conserver intégralement ce qui a fait le succès de l'épreuve, mais en amenant des dimensions supplémentaires, comme la course des 5 obstacles, la Sierre, ou d'autres choses dans l'organisation. Avec lui, ça a pris une autre dimension, puis il a une équipe qui est top. Il y a un fait marquant que j'ai beaucoup lu, si je reviens sur les débuts de Sierzinal, c'était la participation de Gaston Rolland à la première édition. Alors, est-ce qu'il fallait être plutôt rigoureux ou fantaisiste pour le faire venir? Il fallait les deux. Il fallait être rigoureux pour gérer l'affaire. C'était pas simple. C'était l'athlète le plus titré au monde, recordman du monde du 3000 steeple, médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Donc, c'était pas simple de le faire venir. Il a fallu de la rigueur, mais aussi beaucoup de fantaisie. C'est un type qui avait... Il y a des histoires grandioses. Après, ça m'amène un peu loin, mais je vais quand même la raconter. Quand il est venu quelques jours avant, il a fait la reconnaissance. Un jour Sierre-Chandelin, un jour Chandelin-Zinal. Le jour où il a fait Chandelin-Zinal, Janota est venu pour le rencontrer. Mais Janota ne connaissait pas le parcours. Il lui a dit, tu vois, c'est juste un peu vallonné. Hein, juste un peu vallonné. Puis,
comme il avait le temps, il est monté ce qui va devenir la descente. Puis après, il a eu peur. Il m'a dit, mais Gaston, quand il arrive, il va me tuer. Alors, bon, il y a eu tout un débat là autour. Et Roland s'est raconté ça comme ça. Il disait, tu vois, Yves, est-ce que tu connaissais le parcours? Yves, ouais, oui, enfin, tu ne le connaissais pas. Alors, il disait, je suis arrivé avant Chandelin à un endroit où j'ai vu des chamois qui me regardaient, qui ne bougeaient pas. Et je savais que c'est des animaux qui fuyaient l'homme. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils restent? Puis après, j'ai vu, j'étais à quatre pattes comme eux. Il voulait dire tellement c'était incliné. Enfin, voilà le genre d'histoire que... Alors, voilà, il y a de la fantaisie. Il m'écrit chaque année un nouvel an. Il est baron, maintenant. Chaque année, la grande famille, parce qu'il y a l'autre devise que je n'ai pas dit de Cerzinal, une grande famille. Avec Vincent. Vincent, il a naturellement compris. Ça, je lui ai donné, au fond, tout ce que je savais au début. Mais le principal, je ne pouvais pas le lui dire. Il était dans ses tripes, à lui. Et c'est pour ça que ça perdure aussi et que ça se développe. Donc, oui, Roland, c'est rigueur et fantaisie. Ça a fait un tabac en Belgique parce que c'était 3 semaines avant les championnats d'Europe d'athlétisme. Il y a une campagne de presse contre lui, il va courir dans les Alpes avec des skieurs, etc. Puis il a gagné une médaille aux Jeux de Rome 3 semaines après. Est-ce qu'il y a vraiment une édition qui t'a marqué ou une histoire qui t'a particulièrement touché? Oui, évidemment, il y en a toute une série. Quand on va souvent poser la question de mon plus beau souvenir, les gens se trompent, les plus beaux souvenirs, c'est dans des détails. Et celui-là était particulièrement fort. Pablo Vigine m'avait écrit, si tu as encore des possibilités, invite ce coureur, il n'est pas très bon. C'est un chef de tribu indienne. Tu ferais une bonne œuvre de l'inviter. Alors je l'ai invité. Après, il a précisé encore dans sa lettre, c'était encore les lettres, il m'a dit mais il veut bénir la foule. Alors moi là j'ai dit l'angoisse métaphysique, la transcendance, le bûcher, Dieu sait. Alors il est venu, en fait il a fait 3h20 ou quelque chose comme ça. Et la veille de la course, j'ai dit Bruce, il y a cette question de bénédiction. Alors dimanche à la cantine il y aura 2000 personnes. Ah non, c'est pas comme ça. On va quelques personnes sur le chemin. On est allé sur le chemin. Et puis, il a sorti d'un sac un petit sac rouge d'où il a extrait des herbes. Il les a fait brûler sur le chemin. Ensuite, il a sorti une petite bouteille d'eau. C'était de l'eau de chez lui, donc il a arrosé. Il a arrosé le chemin avec ça en disant qu'il bénissait le chemin. On se regardait en retenant le rire et petit à petit, ça a pris une dimension forte. Et Bruce Gomez, il m'a écrit 10 ans après, il m'a dit j'aimerais revenir montrer à ma femme et à ma fille la course et ce lieu. Alors il est revenu, on l'a reçu à Zinal, on a fait la raclette à la maison. J'ai une dernière question. Tu seras où le 12 août 2023? Alors, moi je me balade au fond. Si j'ai des copains qui courent, je vais les attendre à 1 kilomètre d'arrivée à la sortie, si tu le connais, vers le tunnel. L'année passée, j'étais à 300 mètres, 300-400 mètres de l'arrivée. J'ai souvent de la famille qui court. Mes 3 enfants ont fait avec ma femme Cerzinal à l'âge de 7 ans. Et ma fille court encore. Tu vois, c'est resté, hein, ces gens qui ont commencé à courir là. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours agréable de parler d'une chose qui a investi une partie de notre vie et de voir que 50 ans après, il y a encore des gens qui s'y intéressent, donc c'est moi.